IDFM 98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au-delà du miroir, avec en première partie Muriel Carbonel, c'est un témoignage suivi par le directeur du Lancet qui avoue que la moitié de la littérature scientifique est fausse. En troisième partie, est-ce que le confinement brutal à la française est bien la cause de surmortalité? Nous partirons ensuite voir ce qui se passe un peu dans les hôpitaux psychiatriques du 93, puis un autre témoignage, celui d'une femme, Amina Kaladji, une jeune femme de 28 ans qui a répondu à l'appel du gouvernement québécois pour venir donner un coup de main dans les hôpitaux lors du coronavirus. Ça se terminera par l'Humanité contre-attaque avec Alexis Cossette de Radio-Québec. Très bonne écoute à toutes et à tous. On commence avec le témoignage de Muriel Carbonel. Muriel Carbonel, vous revenez vers moi aujourd'hui pour un témoignage et on va parler de ce témoignage sur l'antenne d'IDFM. Ce témoignage n'a aucune vocation particulière, sinon celle de nous témoigner à nous auditeurs à un événement qui peut-être nous confirmera personnellement, dans les convictions qui semblent nous animer, ceux qui écoutent au-delà du miroir. En tous les cas, moi, ça m'anime. Vous nous dites, je suis une personne lambda, sans don ou talent particulier. Je travaille, j'ai une petite entreprise de conseil en marketing et commercial auprès des entreprises. Et je termine d'élever ma fille et vis une vie tout à fait normale. Vous nous appelez pour quelque chose qui vous est arrivé récemment. Vous avez perdu votre compagnon il y a quelque temps. Oui. Oui. Il y a combien de temps? Il y a quelques mois, oui, 3 mois. 3 mois. 3 mois. Fin janvier. Il est parti d'une maladie, d'un accident? Il est parti, oui, on peut dire, d'une maladie, oui. Il est très, très fatigué depuis quelques années, oui. Il y a 3 mois, c'était fin janvier 2020. Votre compagnon est décédé. Il était vraiment le grand amour de votre vie. Il avait 63 ans, c'est pas vieux. Vous passez sur le terrible manque et le terrible chagrin qu'on peut deviner, c'est sûr, et qui est notre lot à tous, je vous lis, qui est notre lot à tous lors de la disparition des personnes chères. 10 jours après sa mort, donc ça a dû démarrer fin janvier, début février, vous dites qu'ils sont apparus dans des blocs de pierre de votre jardin 2 gravures grandeur nature de son visage. Expliquez-moi comment vous les avez vus. Écoutez, là, c'est étonnant qu'on s'appelle maintenant, puisque je suis justement devant. Comment je les ai vus? Je sors tous les matins, tout simplement boire mon café, en m'asseyant au même endroit de mon jardin. À ce moment-là, je pleurais bien sûr tout le temps. Je m'étais mis en congé d'ailleurs, et je suis sortie comme tous les jours boire mon café. Et en levant la tête sur le mur en face de moi, donc j'ai vu l'une et puis la deuxième gravure que j'ai pris comme 2 merveilleux cadeaux. Donc c'est 2 profils, le profil gauche d'abord et puis le profil droit. Alors José, puisqu'il s'appelle José, était chanteur et donc chantait tout le temps avec sa guitare. Et sur la seconde gravure, il apparaît donc face à son micro. Alors là, c'est dommage qu'on ne soit que par téléphone. Pour moi, ça a été à la fois fabuleux, merveilleux, mais aussi tellement étonnant. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des pierres couchées ou des pierres levées? Non, c'est des pierres levées. C'est un mur de façade en face de moi. Ça perdure, elles sont encore là? Elles sont toujours là, oui, tout à fait. Elles sont toujours là depuis la pluie, mais elles n'ont pas bougé. Est-ce que c'est grandeur réelle ou est-ce que c'est plus petit ou plus grand? C'est vraiment grandeur nature, vraiment. Comme si c'était imprimé dans la pierre? C'est ça, exactement. Oui. Il n'y a qu'un visage? C'est son visage, mais sur les 2 profils. Donc le profil gauche, et puis sur l'autre profil, donc le droit, il est face à son micro. C'est incroyable. Alors il est face à son micro, ça veut dire qu'il a quelque chose à nous dire? Alors je ne sais pas, moi je l'ai pris personnellement pour me dire qu'il est toujours là. Bien sûr. Ensuite, j'ai pensé le micro, c'était pour m'aider à l'identifier tout de suite, ce qui a d'ailleurs fonctionné puisqu'il était toujours devant son micro dans la vie. Les 2 étaient indissociables, l'autre et la guitare. Donc là, la guitare n'y est pas, mais j'ai plutôt pris le micro comme ça pour l'identifier finalement. Peut-être qu'il a aussi quelque chose à dire, je n'avais pas pensé à ça. Oui. C'était 3 semaines après qu'il s'en aille, donc quelques mois après, c'est toujours là. Oui, c'est toujours là.
C'est toujours là à tel point que j'avais, moi, envisagé de déménager et que du coup, j'hésite beaucoup maintenant parce que j'aurais du mal à partir. Vous pouvez pas emmener les pierres? À moins de défoncer la maison d'en face. Ah, parce que c'est pas votre Pourquoi maison pas. en plus. La façade d'en face n'est pas chez moi, dans le jardin. Oui, donc si c'est pas à vous, c'est difficile de casser la maison. Alors j'ai tiré un ange chez la liberté. Est-ce que quelque part c'est une bonne chose qu'il soit parti? Ah, je pense, oui, il était fatigué, oui. Mais après, je sais aussi que pour lui, me laisser n'est pas facile. Donc, c'est oui et non. Ben, il est pas loin, il est dans le jardin. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations dans la maison? Non, dans la maison, aucune. Non. Moi, enfin, après, ça c'est plus personnel. Je sais que ça inquiète des gens. Pas moi. Moi, je pratique l'écriture automatique. Donc, j'ai des messages dont je suis de plus en plus sûre qui viennent de lui. Mais il n'y a pas eu de manifestation dans la maison. Vous m'écrivez dans le message que, pour l'anecdote, votre compagnon était plusieurs fois diplômé en sciences, maths, physique, chimie, contrairement à vous qui êtes une littéraire. Quelques mois avant son décès, puisque je crois moi à la vie après la mort physique, et lui pas du tout, je lui ai fait écouter le seul langage qu'il comprenait, celui de la science, donc du professeur Jean-Jacques Charbonnier. Vous lui avez fait écouter Philippe Guillemant, Romuald Le Terrier, le docteur Chambon et d'autres. Il a tout écouté très gentiment comme il était toujours, mais m'a confirmé ensuite que pour lui la vie n'existait pas après la vie. Alors j'ai pris ces deux gravures à la fois comme un soutien pour moi, dans mon chagrin bien sûr, mais aussi comme une manière de me dire tu avais raison, en bon scientifique, il amène en quelque sorte une preuve. Voilà, c'est tout. C'est vrai, je l'ai pris comme ça aussi. Maintenant, il sait que la vie existe après, ou tout du moins que c'est pas la vie, c'est pas, je veux dire, c'est que la mort n'existe pas. Oui, je pense, oui. Enfin, bon, voilà, hein, c'est ma lecture, hein, mais je pense, oui, j'ai pris aussi ces gravures dans ce sens-là, puisqu'il était vraiment, c'était un scientifique avec cet esprit d'apporter toujours des preuves pour alimenter une découverte, puisque lui-même a inventé, a fait des tas d'inventions. Je l'ai pris comme ça, comme une façon de me dire, finalement, tu vois, tu avais peut-être raison, ou même sûrement, puisque lui, il le sait mieux que moi maintenant, pour le coup. Une façon d'amener sa preuve et peut-être, après, je sais pas, mais d'aider ceux qui... puisqu'il avait aussi ce caractère-là d'être très généreux, peut-être d'aider ceux qui cherchent, finalement. Vous vous êtes fait une promesse qui aboutira ou non et qui est de montrer au monde la survivance de l'âme. Cela semble ambitieux, pourtant vous allez essayer. Aujourd'hui, vous n'avez que deux certitudes. C'est bien mon conjoint qui est gravé dans mon jardin. Et deuxièmement, nous avons tous la faculté de trouver ce canal de communication entre nous ici et les défunts. Cela est parfois inné et pour d'autres le fruit d'un long travail. Mais dans tous les cas, l'idée est de rassurer les personnes endeuillées et malheureuses et cela doit être gratuit. Je tiens beaucoup à cela. Je ne sais pas pourquoi, c'est pour moi une évidence. Vous allez faire quoi? Vous avez une très belle écriture. Vous vous exprimez très bien par l'écrit, par l'oral aussi. Donc qu'est-ce que vous pensez faire? Vous pensez écrire? Vous pensez faire un blog? Oui, alors un blog, non, enfin je ne sais pas. Je suis en tout cas aujourd'hui persuadée qu'il essaye, puisque je le vois là depuis quelques jours. Au début, les communications entre nous par écrit étaient illisibles. Il a fallu trouver un rythme, un sens, une façon de communiquer. Je vois que ça s'affine les jours passant, depuis environ 15 jours là maintenant. Et j'ai le sentiment qu'il essaie, et ça va d'ailleurs dans mon sens, donc de fluidifier la chose et d'être de plus en plus clair pour pouvoir m'aider finalement dans ce projet qui était déjà le mien depuis 2-3 ans finalement, de créer ce canal finalement de communication. Et c'est le sens de ces derniers messages récemment. On va y arriver, travaillons ensemble, je vais te montrer, etc. Tous ces mots-là. Si c'est bien lui, hein, aujourd'hui j'en suis sûre à 80%, il faut que je termine peut-être pour le coup avec des médiums, quand j'en aurai trouvé. Voilà, j'aimerais oui aller dans ce sens-là. Alors écrire un livre, non, enfin je sais pas quelle forme ça pourrait prendre. L'idée est vraiment d'aller dans le sens de toutes ces personnes, peut-être de Monsieur Charbonnier, d'Olivier Chambon, et toutes les autres qui de plus en plus s'ouvrent au fait que finalement entre nous et les défunts, il y a vraiment qu'un voile. En tout cas, c'est ma conviction. Après, je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même pas... Ça reste un peu fou pour beaucoup de monde. Hein. Et est-ce que vous avez essayé de passer les mains sur la pierre? Vous les avez caressées? Comment ça s'est passé? Vous avez touché les pierres?
Je les ai touchés, bon, c'est rien passé. Après, je lui ai demandé de m'en envoyer une autre. Maintenant, j'imagine que ça doit être une telle dépense d'énergie pour faire un truc pareil que je suis pas étonnée de pas en avoir d'autres. Peut-être qu'il le fera, peut-être qu'il pourra, peut-être pas, je sais pas. Vous faites du channeling, vous le faisiez déjà avant sa mort? L'écriture automatique, j'en faisais il y a une quinzaine d'années, puis j'avais tout arrêté. J'avais tout arrêté parce que la vie, parce que voilà. Et j'ai recommencé là à son décès, oui, pour communiquer avec lui, ou en tout cas essayer. Voilà. Est-ce que je suis sûre que c'est lui? Pas à 100%. Dans l'écriture, mais en ce qui concerne les pierres, vous en êtes sûre? Ah, sur les pierres, oui. L'une des deux parle à tous mes amis aussi. L'autre, non. L'autre ne parle qu'à moi. Même ma fille ne le reconnaît pas sur la deuxième. Oui, mais ça c'est sûr, on voit ce qu'on voit, c'est comme dans les nuages, on voit ce qu'on voit, on voit ce qu'on veut bien voir. Je voudrais quand même le faire confirmer par un vrai médium. Est-ce que vous avez rêvé de lui depuis? Une seule fois, alors je rêve pas. Enfin si, mais je ne me souviens jamais de mes rêves. Donc une seule fois, c'était il y a 2 jours, là, je me suis réveillée. Je savais en me réveillant que je sortais d'un rêve avec lui, mais je l'ai oublié. Et par là, en tout cas, ça passe pas par les rêves avec moi, en tout cas. Ah mais quand même, vous dites que vous rêvez pas, mais il y a 2 jours, vous avez rêvé de lui. Ouais, il y a 2 jours, je me suis réveillée. En tout cas, je sais que j'étais avec lui au moment où je me réveille. Oui. Il était comment? Vous avez une idée? Non, non, j'ai tout oublié. C'est simplement l'atmosphère. Voilà, je sentais sa présence en fait. Vous étiez bien. Ah oui. Oui, vous étiez bien. Lui aussi. Si j'arrive à mettre ça en lumière de façon justement avec un petit peu des preuves, quoi. Hein. Mais la preuve, vous l'avez déjà, s'il y a cette photo dans la pierre. Oui, mais alors ça, c'est une preuve pour moi. Seulement pour moi. Je pense que c'est tellement important pour nous tous, finalement. L'idée pour vous, c'est que les gens arrêtent de douter, mais vous ne pourrez jamais empêcher le doute. Parce que c'est tellement plus facile de penser qu'il n'y a rien derrière, comme ça on fait ce qu'on veut dans cette vie-là. Donc ceux qui ne veulent pas y croire, ils n'y croiront jamais. Ça les remettra en question. C'est vrai aussi. Et il est vrai aussi que tout se passerait certainement différemment si les gens savaient qu'il y a une vie après la mort. Ils ne mèneraient pas leur vie de la même manière, je pense. Ça les rendrait plus responsables, quoi qu'on peut se dire aussi qu'on fait n'importe quoi, qu'on a toujours la possibilité de rejouer la partie. Hein. C'est comme dans les jeux vidéo, on a plusieurs vies. Je ne sais pas si on peut prouver quoi que ce soit aux autres. On peut simplement... Il y a l'association Cristal, mais elle est à côté de chez nous, à côté d'Anguin, qui fait déjà ce boulot sur l'écriture automatique et tout. Il y a plein d'assos déjà qui s'occupent des gens un peu endeuillés. On ne peut pas convaincre des gens qui n'ont pas envie d'y croire. Oui, c'est sûr. Après, je pense surtout justement aux personnes qui ont perdu un enfant, qui ont perdu et qui vivent un drame sur une vie, quoi. Mais qui doivent faire leurs recherches aussi, enfin j'imagine. Enfin, ce que je vois dans les groupes. Ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est qu'il vous disait qu'il n'y croyait pas et qu'il vous a donné des preuves que finalement il n'est pas loin. Maintenant, il est là, il est gravé dans la pierre, mais il faut lui laisser la possibilité de partir. C'est le plus difficile. C'est vrai. Alors après, je sais pas, moi je suis pas une pro, hein, pas du tout. Que je viens de relire tout Kardec là, en 2 semaines. Et puis j'écoute beaucoup, bien sûr, les personnes qui savent parler. Et beaucoup semblent dire aussi qu'il n'y a pas de... Vous savez, c'est ce fameux discours, faut monter vers la lumière, donc on décède, on attend 3 mois, 6 mois, on monte, faut laisser partir les gens, ne pas les retenir. Moi, j'entends aussi d'autres discours qui disent qu'ils sont du jour, ou du moment de l'instant de leur décès, et pour le reste du temps, ils sont toujours là. Il n'y a pas de... Je sais pas, moi, où est la réalité. Il n'y a pas de ces histoires de plans, de monter dans les plans, ou alors si, mais à la fois, ils restent aussi avec nous ici. Ils sont sur plusieurs plans. C'est ça. Donc après, est-ce que c'est vraiment embêtant de les retenir, comme on dit ? Moi, c'est pas le sens des messages que je reçois. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont très contents, qu'ils sont heureux quand on les appelle, heureux qu'on leur parle, heureux de renouer le contact parce qu'apparemment on leur manque aussi. Voilà. Après, il y a des règles peut-être que je ne connais pas. Peut-être que je vois ce qui m'arrange aussi. Je sais pas. Peut-être aussi que ce qui les rendrait heureux, c'est que vous soyez heureuse. Ah ben oui. Aussi, bien sûr. C'est vrai. Donc là, c'est trop tôt pour avoir fait le deuil. C'est clair, c'est tout récent. Il vous a donné une super preuve d'amour qu'il est pas loin. Déménager ou pas, ça c'est une autre histoire. Moi je serais à votre place, c'est sûr que je me la poserais cette question. Si vous vous sentez bien où vous êtes, ne bougez pas.
Eh bien oui. Oh oui, et puis bon, tout est ouvert, hein. Je peux en recevoir ailleurs aussi des dessins, d'autres gravures, pourquoi pas. S'il a réussi une fois, il peut réussir une autre, ou pas. Je sais pas, j'attends rien, bon, je prends comme ça, bien, il est certain que je ne m'y attendais pas, hein, à recevoir ces deux magnifiques gravures. Vraiment, là, c'est un témoignage que j'ai pas vu dans les bouquins, que je n'ai eu dans des émissions. Non, non, pour l'instant, les gens entendent des bruits ou ont des manifestations sonores où il y a des choses qui bougent chez eux. Mais des témoignages comme ça de pierres gravées, non, pour l'instant, on n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas. Il y a peut-être ailleurs, mais pas dans cet au-delà du miroir. Donc, je peux vous joindre sur Facebook, donc Muriel avec un seul L, sans E, Carbonel, Carbonneil. C'est ça. Je vous remercie, Muriel. Merci. Merci, Muriel. Alors, José et elle se sont rencontrés sur une manif du 1er mai, ça ne s'invente pas. C'est pourquoi il avait revu et corrigé la chanson de Moustaki en remplaçant quelques paroles par 1er mai. Il disait que cette chanson le faisait penser à moi et me l'avait dédicacée. C'est sur YouTube, sans la nommer, donc c'est José, sans la nommer, sur la chaîne YouTube de Muriel Carbonel. Abonnez-vous sur sa chaîne, vous pourrez comme ça aussi, peut-être par YouTube, communiquer, faire une communauté. En ce qui concerne le Lancet, la revue Le Lancet avec cette déclaration assez époustouflante au sujet de l'hydrochloroquine. 2016. Un aveu choquant de l'éditeur The Lancet, la revue médicale la plus estimée au monde, a été pratiquement ignorée par la grande presse et les médias dominants. Le docteur Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, a récemment fait une annonce disant qu'un nombre scandaleux de publications d'études sont au mieux peu fiables quand elles ne sont pas complètement mensongères, en plus de frauduleuses. C'est sur le site du CRIGEN, Centre de recherche et d'informations indépendantes sur le génie génétique. Finalement, qui croire ? C'est ça le grand sujet, c'est que, en fait, cette étude, moi je la remets en cause totalement pour une seule raison que vous allez bien comprendre, c'est que dans le groupe hydroxychloroquine, ce sont des malades beaucoup plus graves que dans le groupe contrôle. Donc, on a mis des gens qui étaient en comorbidité, hypertension artérielle, surcharge pondérale, diabète, et surtout avec besoin d'oxygène. Vous avez 20%, d'ailleurs les auteurs le reconnaissent, hein, enfin c'est écrit, donc 20% des gens sous hydroxychloroquine ont besoin d'oxygène, et dans le groupe contrôle, c'est uniquement 7%. Donc c'est totalement biaisé. Donc si vous donnez de l'hydroxychloroquine à des gens qui vont mourir, c'est sûr qu'ils vont mourir. Mais on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que des scientifiques, des études biaiseraient, c'est-à-dire... C'est ça, c'est le grand sujet. C'est le grand sujet que l'on se pose tous, au fond. Vous connaissez ces conférences Chatham House à Londres. C'est extrêmement intéressant. Ce sont des réunions complètement à huis clos, uniquement avec des experts. Personne ne peut enregistrer, personne ne prend de photos, il n'y a pas de... C'est uniquement entre experts. Top secret. Top secret. Mais il y a quand même eu une réunion l'autre jour des responsables des revues scientifiques, type Lancet, New England Journal of Medicine. Enfin, quand c'est écrit dans Lancet, je veux dire c'est écrit dans Lancet. Donc c'est pour ça que là on parle de quelque chose de très important dans cette discussion. Et ça a fini par fuiter. Le patron de Lancet, Horton, a dit maintenant on va plus pouvoir, au fond, si ça continue, publier des données de recherche clinique parce que les laboratoires pharmaceutiques, aujourd'hui, sont tellement forts financièrement et arrivent à avoir de telles méthodologies pour nous faire accepter des papiers qui, apparemment, méthodologiquement, sont parfaits, mais qui, au fond, font dire ce qu'ils veulent à cela. C'est très très grave. Mais ce que vous nous dites est très grave. Ça voudrait dire que ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui mettent la pression, une pression financière. On peut déjà prendre un peu de recul après 6 semaines sur toutes ces idées fausses qui ont circulé et généralement qui étaient alarmistes, très alarmistes, il faut bien le dire, toutes ces affirmations présentées comme des constatations et qui ont été battues en brèche depuis le début de cette épidémie. Oui, on voit le virus aujourd'hui sous un nouveau jour. De quoi parle-t-on? Alors vous avez listé quelques-unes de ces certitudes d'hier, et quand on dit hier, c'était il y a 6 semaines, qui n'en sont pas aujourd'hui. La première, le taux de létalité du virus, ce qui était présenté comme
très élevé. Oui, on pensait au départ que ce virus était très meurtrier. Il y a encore un mois, l'OMS estimait à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir. C'était plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe, 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53% et ça change beaucoup de choses. Ça change effectivement beaucoup de choses. On revient un peu à la conversation qu'on avait tout à l'heure. Les enfants seraient particulièrement contaminateurs. Oui, c'est effectivement ce que l'on pensait, David, jusqu'au président de la République d'ailleurs, et c'est aussi ce qui avait justifié la fermeture des écoles. Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement. Eh bien finalement, les dernières études arrivent à la conclusion inverse. D'abord, une étude réalisée en partie par Santé France, publiée dans une revue américaine la semaine dernière, qui revient sur le cas d'un enfant de 9 ans testé positif en Haute-Savoie au Contamine Montjoie, l'un des premiers clusters en France. D'après l'étude, avant d'être testé positif, cet enfant aurait continué à fréquenter 3 écoles et un ski club. Au total, 172 personnes. Eh bien, il en a contaminé aucune, pas même ses 2 frères et sœurs. Conclusion donc de l'étude, les enfants pourraient ne pas être une source importante de transmission de ce nouveau virus. La troisième affirmation qui a été battue en brèche, le virus est là pour des mois, rien ne va changer parce qu'il est totalement insensible à la chaleur. Et oui, écoutez ce que disaient les médecins à ce propos au début de l'épidémie. Et aujourd'hui, d'après les médecins, le virus pourrait disparaître avec la hausse des températures. Évidemment, on ne met pas en cause les médecins et les scientifiques, dont beaucoup ont eu l'honnêteté de reconnaître qu'ils tâtonnaient et puis qu'ils n'avaient pas de vérité révélée. Si on met de côté les masques, à toutes ces affirmations qui ont été démenties, vous voyez lesquelles? Elles étaient toutes spécialement alarmistes. Alors je ne dis pas qu'il y a une volonté de dramatiser les choses, puis c'est suffisamment dramatique comme ça, et vous êtes les premiers à savoir ce qu'il en est. Mais enfin, est-ce qu'on n'en a pas, est-ce qu'on n'en a pas rajouté un peu? Et quand je dis c'est les médias. Est-ce que le confinement brutal à la française est bien la cause de surmortalité? Bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Ces morts supplémentaires qui ne sont donc pas intégrées aux chiffres liés au Covid-19, est-ce que ce sont des cas de coronavirus mal recensés ou bien des conséquences de la crise liées au fait notamment que les gens se sont peut-être moins soignés depuis le début de la crise? Non, il faut distinguer la surmortalité que l'on a observée, 2 choses. D'une part, une surmortalité due à la maladie. Et cette surmortalité due à la maladie, elle est surtout frappante dans les pays qui ont confiné comme à la française, c'est-à-dire de manière policière, en enfermant indistinctement les gens malades et les gens sains, permettant ainsi de contaminer les gens sains et donc d'étendre l'épidémie. Ces 4 pays européens que vous avez cités, l'Italie, l'Espagne, la France et la Belgique, puisque la Belgique a quand même le record européen de mortalité par million d'habitants, ces 4 pays sont les adeptes du confinement policier brutal à la française. À l'opposé, les pays qui ont adopté des attitudes tout à fait traditionnelles de séparation des malades des autres ont des taux qui se rapprochent des taux asiatiques, des pays libéraux comme Taïwan, le Japon et la Corée du Sud, qui ont des mortalités de l'ordre de 1 à 5 par million d'habitants. Alors qu'en France, nous sommes à 440 et en Belgique à plus de 700. Donc vous voyez la marge colossale. Et donc dans ces morts du Covid, il y a directement les morts uniquement de l'enfermement à la française. Et cela est particulièrement visible lorsqu'on regarde les pays qui n'ont à peu près rien fait. En Europe, il y a 3 pays qui n'ont pas confiné du tout et qui ont simplement enfermé les lieux de rendez-vous les plus serrés. Eh bien, ces pays sont les Pays-Bas, la Suède et l'Islande. Et ces 3 pays ont des chiffres nettement inférieurs. Par exemple, pour les Pays-Bas, c'est 30% de moins de morts de Covid que la France. Donc, non seulement le confinement à la française n'a pas été efficace, mais il a été directement délétère sur les morts directement dues à la maladie. C'est passé sur RT France. Le confinement brutal policier à la française est bien la cause de surmortalité. On entendait Gérard Delépine, posté le 16 mai 2020. Immersion aux urgences psychiatriques.
93, immersion. Pour Ruth, j'ai passé plusieurs jours en immersion dans les services psychiatriques de Seine-Saint-Denis qui font face à une nouvelle vague de patients directement liés à la crise du Covid-19. Avec le docteur Moifak et ses équipes, vous allez découvrir le quotidien de celles et ceux qui accompagnent les patients victimes de maladies mentales. Je vous baisse le son. On a vu arriver un nombre important de patients présentant des premiers épisodes psychotiques. Il y a certains patients qui sont venus revendiquer d'avoir découvert un remède pour la maladie, d'autres qui sont persuadés que le virus circule sur leur peau, d'autres qui viennent nous dire qu'ils sont à l'origine de l'épidémie. Elle est en confinement et elle a du mal à le supporter. Ensuite, comme vous pouvez l'entendre, du coup, monsieur qui est arrivé hier soir d'Orion, comment va-t-il ? Il est toujours dans un délire mystique avec le fait que ce soit la fin du monde apocalyptique. C'est ça, tout à fait. Il m'a parlé du jugement dernier et qu'on l'empêchait de mener à bien sa mission. C'est quoi sa mission ? C'était de sauver le monde. C'est un patient qui a quand même monté un blog, oui, un site internet où il dénonce des complots d'État, de nazis. On s'était tenté un temps de décontention, le temps de la douche, qui s'était globalement bien passé, même s'il restait très désorganisé. Enfin, il fallait rester avec lui. C'est vous Dieu, c'est vous le coronavirus ? Oui, c'est moi, tout est moi. La maladie mentale, c'est un sujet difficile à aborder et c'est aussi très difficile d'interroger des patients qui sont en grande détresse psychologique. J'ai quand même pu m'entretenir avec ceux qui sont hospitalisés dans l'établissement du docteur Moifak. Ils m'ont parlé de leur traitement, souvent lourd, mais aussi de leur enfermement. Non ! Tout ça, la dignité et la fierté. La Le pays de la liberté, il y a des choses cachées, qu'on est enfermé, attaché, les chevilles, les tailles, les poignets, avec 3 piqûres par jour. On a de quoi être révolté. On a de quoi être révolté quand on est attaché à double porte blindée. Donc il y a vraiment beaucoup de bruit dans ces hôpitaux, ça doit être infernal. Je vous baisse le son pour vous lire ce qui se passe. Et pourquoi ça fait peur en général la psychiatrie ? Parce que la maladie mentale est quelque chose d'insaisissable. On a toujours peur de ce qu'on ignore. La symptomatologie déficitaire, par exemple, d'un patient qui ne sort pas, qui ne travaille pas, est très très mal comprise. Donc, avoir un jeune homme qui ne travaille pas et qui passe le plus clair de son temps dans un hôpital de jour pour essayer de retrouver un équilibre, c'est pas toujours compris par les familles. Il faut leur expliquer qu'il n'est pas en état de reprendre un travail, qu'il va falloir l'accompagner, qu'il va falloir le réhabituer à la vie, le réadapter à la relation. Et ce n'est pas toujours simple à expliquer. En Seine-Saint-Denis, comme dans beaucoup d'autres endroits en France, les services psychiatriques sont débordés et ça fait des années que ça dure. Mais avec la crainte du virus et toutes les contraintes qui vont avec, leur mission est devenue quasiment impossible. C'est simple, il n'y a clairement plus assez de place pour recevoir tous les malades dans de bonnes conditions. Depuis combien de temps vous êtes là, madame ? J'attends qu'on me dise ce que je... Dites-moi, est-ce que vous savez où vous êtes là ? Vous êtes où ici ? Vous êtes où ? Alors ce médecin dit, en moyenne on a 7 à 8 patients, on n'en a pas 13, 14. Donc là il y a vraiment une vague. On en a compté 3 fois plus qu'en avril 2019. Donc la vague, elle est pour nous psychiatrique. Ça arrive là, ouais, mais notre limite c'est le manque de lits. Le manque de lits imposé par le confinement. Mais qu'est-ce que vous faites quand un patient arrive et que vous n'avez pas de lit disponible ? On est obligé de solliciter. D'abord on met la pression au service. C'est le mot, parce qu'on les appelle, on les rappelle. Ça crée des conflits. On est en échec en fait. Il faut savoir que les psychiatres, les infirmiers et les cadres se transforment au gré de cette désinstitutionnalisation galopante en bed manager. Ils gèrent les lits. Donc ils peuvent passer plusieurs heures à essayer de trouver des solutions, à essayer de créer des lits qui n'existent pas en réalité. Et c'est extrêmement frustrant parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire correctement notre travail, d'accueillir les patients dans des conditions dignes. Notre idéal à nous, c'est de donner les doses nécessaires et non pas d'appliquer des stratégies qui sont censées pallier le défaut de lit. Pour nous, c'est un dévoiement de notre pratique. Et ça se termine par une femme masquée derrière une porte. On voit juste sa tête. Il y a juste une toute petite fenêtre. Immersion aux urgences psychiatriques, c'était sur la chaîne de Brut. Tous ces gens qui perdent la tête et pour qui le confinement n'a pas été quelque chose de souhaitable. Témoignage
d'une femme qui parle au nom d'une autre femme. Il n'y a pas longtemps, je reçois un message d'une fille qui me dit je travaille en CHSLD, je veux témoigner moi aussi. Je dis vas-y, écris-moi, je les lis toutes. Elle me répond finalement, je l'ai déjà mis sur mon mur. C'est en train de devenir viral, mais j'aimerais beaucoup ça que t'en lises des extraits comme t'as fait avec d'autres témoignages. Je m'en vais sur son mur. Elle s'appelle Amina Kilaji. Je lis son statut et je finis en larmes, en grosses larmes devant mon écran. Et je lui réponds, je te promets, je vais te faire ça. Et je m'exécute aujourd'hui. Je vais être franche, j'ai eu le culot de penser que j'avais fait preuve de courage quand j'ai pris soin de ma mère de 14 à 17 ans, ma mère, qui était paralysée des seins jusqu'aux orteils. Je suis née ici d'une mère québécoise et d'un père marocain, et ma mère est décédée après 3 ans d'un cancer des os. On ne peut plus violent. Cet épisode de mon adolescence est pertinent dans ce que je m'apprête à raconter. Parce que ma mère, je l'ai soignée comme j'ai pu durant cette troublante période qu'est l'adolescence. Je l'ai fait boire, j'ai changé ses culottes d'incontinence, j'ai vidé sa sonde, je l'ai massée. Je l'ai entendu crier de douleur des heures et des heures. Ça résonne encore dans ma tête. Je me levais à 2 heures du matin et ma journée commençait. Je changeais sa culotte d'incontinence en utilisant un lève-personne. Je m'assurais qu'elle était propre. Je me bouchais le nez sans qu'elle me voie faire et je lui racontais ma journée comme si j'étais pas sur le bord de vomir. J'avais des hauts le cœur, mais j'ai pas bronché. C'était ma mère. J'ai fait ça jusqu'à sa mort avec ma sœur et mon père. Et elle a eu 11 mois pour me raconter toute sa vie. J'ai su des choses qu'elle aurait jamais dit sans la certitude de mourir. Elle m'a tout dit, dans l'intimité de mes mains malhabiles qui massaient ses jambes, même si je pleurais en le faisant. On apprend à pleurer sans morver, sans faire de bruit. 11 ans plus tard, la pandémie éclate partout dans le monde. Le Québec se prépare et agit. Il confine. Tout le monde obéit. On se démarque par notre distanciation sociale exceptionnelle. Mon travail, que j'adore, ferme ses bureaux. Je me retrouve, comme plein de gens, à la maison à tourner en rond. Notre ministère demande en conférence de presse à ce que tous les gens qui se sentent aptes viennent en renfort dans les CHSLD. Le 17 avril, je vais au Walmart m'acheter des vêtements de travail. Je suis sûre qu'on va me rappeler d'ici une semaine ou 2, mais ça va encore plus vite. Le 18 avril, il est 17h, je reçois un appel. « Madame Kilaji, pouvez-vous rentrer dès ce soir? » Mon Dieu, oui, je peux. Ça semble urgent. J'enfile mon linge neuf et je m'attends à ce que m'a dit la Croix-Rouge en formation. Soutenir les préposés. Pas changer de culotte ni nourrir les gens. Moi, je serai un soutien aux préposés aux bénéficiaires. Parfait, je peux faire ça. Tout le monde peut faire ça. J'arrive sur place. Il n'y a pas de préposé. C'est moi la préposée. J'ai même pas le temps de réfléchir que je me vois propulsée dans 7 nuits de soins, de changements de culotte et de désespoir. Je vois des gens mourir. Je n'ai aucune formation en soins palliatifs et il y a quelques semaines, mon travail se limitait à de l'interaction sociale normale dans de joyeux bureaux. Qu'est-ce que je fous là? Je ne suis pas apte. Je n'ai pas le mental ni les qualifications d'accompagner qui que ce soit vers la mort. Je pensais seulement faire mon devoir de citoyenne en répondant aux demandes de notre gouvernement, vider les poubelles, faire du ménage. Le système a mis 24 vies entre mes mains comme si j'avais assez de force pour toutes les porter. Je questionne, je cherche des plans de travail, j'ai même pas le temps de paniquer. J'aurais fait 2 semaines comme ça avant d'avoir un congé clair me permettant de repenser à ces 2 dernières semaines. Il est 3 heures du matin. Je viens de passer 2 heures au téléphone avec un ami qui m'a dit d'écrire. Je pleure, j'ai mal partout. Je comprends moi-même pas vraiment ce que je viens de vivre. C'est ça la réalité des gens que vous entendez pas à TVA. Des citoyens volontaires propulsés au cœur d'un lieu de mort d'une pandémie qu'on ne comprend pas encore. J'ai passé 2 semaines à changer des culottes pleines de pisse et de marde, à faire cuire des toasts en 2 protocoles de changement d'uniforme pour des gens que personne ne fait souper la veille. Imagines-tu? Payer de l'impôt toute ta vie et ne pas souper. Je ne pensais jamais faire cuire des toasts en colère, mais c'est ça que je fais. Je pleure et j'étends du beurre avec un couteau de plastique que je maudis. Je change la culotte pleine d'un monsieur qui me dit, pendant que j'essaie de lui faire oublier que je suis les 2 mains sur ses fesses à faire décoller des selles séchées, « Madame, laissez-moi mourir. Personne ne veut vieillir comme ça, madame, laissez-moi mourir. » Je cherche du courage dans un café bu 3 heures avant. Je cherche, je creuse dans le fond de mon âme du courage. J'en trouve juste assez pour tenir durant 1 heure la main d'un homme qui mourra finalement dans une chambre beige et triste, loin des gens qu'il a mis au monde. J'en trouve juste assez
Juste assez pour aller au 2e étage chercher une infirmière parce qu'il n'y en a pas sur mon étage pour lui demander de soulager la dame de la chambre numéro X qui semble avoir mal, qui se tortille. Elle est en train de mourir. Savez-vous comment on meurt de la COVID? Je vais vous le dire puisqu'aucun journal ne semble vouloir aller au-delà de ce que vous pouvez supporter. Nous avons tous déjà soufflé dans la paille d'un breuvage pour faire des bulles. Ce bruit de bulle, c'est exactement le bruit que j'entends dans le silence d'une chambre d'un mourant du COVID qui meurt, noyé dans ses propres poumons. Je réconforte les gens lucides qui me demandent ce qui se passe. Je cherche les mots et je réalise que la détresse d'un enfant qui ne comprend pas est vraiment égale à la détresse d'une personne âgée. À la différence qu'on ne berne pas les gens âgés comme on berne les enfants. Est-ce que je vais mourir, madame? Ne m'emmenez pas la COVID, madame. Est-ce que mes enfants s'en viennent, madame? Je veux pas mourir tout seul, madame. Je passe ma pause avec une dame en fin de vie. C'est ma 3e fois, je suis presque habituée. Je mets du piano sur Spotify. Je dépose le téléphone sur sa table de chevet. Je m'assois au pied de son lit. J'attends et je souhaite la mort parce que ce calvaire ne fait aucun sens. J'aime mieux accompagner sans aucune aptitude cette dame qui a des pauses respiratoires de 8 à 15 secondes et qui n'en a plus pour longtemps. Je n'ai pas envie de passer ma pause dans le salon à entendre TVA me donner des statistiques loin de la réalité. J'ai peut-être la COVID, je n'en sais rien, j'ai mal à la tête, je blâme la fatigue, j'éternue, je blâme les allergies. De toute façon, j'ai compris après 2 nuits qu'on teste seulement les usagers et les employés de jour. La nuit, je ne vois aucun médecin, aucun militaire, je gère parfois 2 étages, et jamais on ne m'offre de me tester, même si je passe mes nuits direct dedans. Pas une fois. J'ai 28 ans. Ma seule expérience avec la mort est celle de ma mère, et j'aurais refusé de laisser ma mère mourir en ayant faim ou soif. Mais je me retrouve obligée de laisser mourir comme ça la mère des autres, parce que j'ai juste 2 bras. Je quitte mon poste à 7h30 le matin. Je dois me changer puisque je prends le métro. Je me change en pleurant. Je suis fâchée, triste, vidée. J'attends mon autobus. J'ai comme seule compagnie ma musique qui ne me fait même pas sourire. J'arrive au métro. Je m'effondre sur le quai en pleurant. Je suis par terre à genoux et je pleure d'injustice. Je pleure parce que si c'est ce qu'on a fait de mes 10 dernières années d'impôts, j'ai de quoi pleurer. Et vous aussi. Il n'y a personne sur le quai, juste 2 policiers. On est rendu là. Il y a juste nous autres. Moi qui soigne, eux qui répondent. Je suis juste fatiguée, monsieur. Je vais aller me coucher, ça ira mieux à 17h. Mais au fond, j'ai envie de me jeter sur les rails du métro et je culpabilise 4 heures durant à l'idée d'avoir osé penser à une telle chose. Je peux pas croire que ça m'ait effleuré l'esprit parce que j'ai moi-même perdu des amis par suicide et je me suis battue dans mes temps libres de 2016 à 2019 pour que la psychothérapie soit gratuite. Je peux pas me suicider, ça doit être la fatigue, ça doit être la détresse, je sais pas, le choc nerveux de voir ça. Je suis pourtant de ceux qui se battent et que la fatigue ne tue pas. Je suis de ceux que la fatigue crée sans feu et rend puissant. Je me réveille après 4 heures de sommeil, je vais mieux. Je retourne travailler. X est mort, X va mourir. J'écoute, je ne réagis plus. Je réalise que je ne suis ici pour protéger personne. Que dans la réalité, je sers à accompagner les morts avec dignité. Que mes changements de gants, de blouse et de visière ne vont rien changer. Rien. J'entends crier dans les corridors. Je cherche d'où ça vient. J'entends gémir, j'entends pleurer. J'ai envie qu'un astéroïde frappe la planète puis que plus jamais j'entende souffrir de même. Je n'ai la capacité de sauver personne. Je vais mettre vos parents dans des sacs mortuaires ou les laisser sur leur lit toute la nuit, la fenêtre grande ouverte en attendant le coroner. Mais je n'ai la capacité de sauver personne. Je trouve Madame D assise dans son lit dans un rond de pisse, la fenêtre grande ouverte. Je me demande depuis quand elle est là, comme ça, toute nue au froid. J'ai changé des gens âgés qui avaient de la pisse jusque dans le cou parce que le matelas était imbibé. J'ai changé des aînés qui ont eu du mal à me verbaliser qu'ils ont soif, tellement ils ont soif. J'ai changé des aînés incapables de me parler. J'ai dû deviner, penser pour eux. J'ai pris un break de 7 minutes, je suis allée dehors. Il était 5 heures du matin et j'ai entendu les oiseaux chanter. Ça m'a fait mal, ce bonheur-là auquel j'avais encore droit, moi. J'aurais voulu emmener avec moi tous les oiseaux que j'ai entendus et leur faire entendre une dernière fois. J'ai paniqué parce que personne n'est en mesure d'entrer là-dedans et d'en sortir sain d'esprit. Je pensais que j'avais déjà eu du courage. J'ai eu le culot de me lancer des fleurs, de penser que je savais c'était quoi mourir parce que j'avais enterré ma mère qui est morte à 46 ans. Mais je savais pas qu'au Québec, au jour 30 d'une crise sanitaire, on mourait seul dans sa pisse pis sa marde sans avoir soupé et qu'on devenait juste une statistique.
Je ne pensais pas qu'au Québec, en 2020, on pouvait mourir dans un silence si violent qu'on ne parle de vous qu'en chiffres au journal de 14 heures. Je ne pensais pas que je me retrouverais obligée de travailler sans avoir le temps de souper ni de boire de l'eau. Je ne pensais pas qu'au Québec, on avait fait de la vieillesse une institution aussi honteuse. Je suis fatiguée, mais je vais y retourner et je mettrai dans la colère que je mange pour souper tous ceux qui étaient en capacité de réagir et d'agir et qui n'ont rien fait. Je ne dormirai plus jamais tranquille après avoir réduit la vie entière de ces gens à des sacs de poubelle noirs. Jamais. On grandit en se faisant dire que la vie est sacrée, mais que vaut notre vieillesse? Si rien ne change, je garantis que nous serons nombreux à mettre fin à nos vies d'une balle dans la tête une fois âgés plutôt que de devoir endurer un dixième de ce qu'ont enduré tous ces aînés morts dans les derniers 2 mois. Je n'aurai plus jamais l'audace de donner une importance à ma jeunesse. Elle ne vaut rien sans l'importance qu'on accorde à ceux qui nous ont mis au monde. Monsieur Legault, vous qui vous demandez où sont les employés qualifiés, beaucoup d'employés qualifiés ont quitté le bateau parce que personne ne les a écoutés. Et vous leur courez après maintenant comme s'ils vous devaient quelque chose quand ni votre gouvernement, ni ceux d'avant n'ont eu le respect de nous écouter quand on a demandé de l'aide avant de se rendre malade et avant qu'on en arrive exactement là où nous sommes. J'y retourne cette nuit, mais l'impuissance est une violence qui brise jusqu'au fond de soi, et je n'ai aucun espoir d'être réparé de ce que je suis en train de voir. Si vous voulez lire tout le texte au complet, je vous en ai lu juste des extraits. Amina Kilaji, ça s'écrit Kilaji, K-H-I, L-A-J-I. De plus en plus d'infirmières, de plus en plus de préposés, de travailleuses de la santé, de gens qui sont bénévoles, qui sont allés prêter main forte, écrivent des statuts comme ça qui deviennent viraux. Il y a une libération de la parole en ce moment qui se passe sur Internet et j'espère que ça va continuer. Il faut que ça continue. C'est essentiel. Chaque témoignage que vous mettez public participe à une transformation qu'on a absolument besoin d'avoir au Québec. Ça peut pas continuer comme ça. Ce que ça dit sur nous, ça n'a pas de bon sens si on laisse les choses comme ça. Ça a été publié le 3 mai 2020 sur Facebook. Covid, l'humanité contre-attaque, c'est sur Radio-Québec. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans le web journal de Radio-Québec, édition du 24 mai 2020. On va parler aujourd'hui de la contre-offensive qui s'organise contre l'OMS, l'humanité contre-attaque. On va parler aussi de la séquence des événements jusqu'à l'élection présidentielle. On va parler aussi de la perte de contrôle des médias. Les médias qui ont commencé leur mea culpa, ils sont en train de perdre le contrôle du narratif, principalement à cause d'Internet. Ça, c'est notre victoire à tous. On s'organise aussi de façon légale. Vous avez vu ici au Québec avec Stéphane Blais aux États-Unis, il y a plein de poursuites en justice pour rouvrir les États, permettre la réouverture des églises, des commerces, etc. Donc, l'humanité contre-attaque contre le serpent. L'OMS. L'OMS a déjà opéré comme ça et je voulais aussi montrer que en se préparant pour cette pandémie qu'ils avaient annoncée, vous avez vu, j'ai montré les vidéos du Dr Fauci qui annonçait la pandémie en 2017 déjà, il va y avoir une pandémie, eh bien qu'ils avaient placé leurs pions un peu partout, Buzyn en France, on n'a pas regardé vraiment ailleurs, il faudrait voir en Belgique et surtout en Belgique, parce que les chiffres sont invraisemblables en Belgique, les chiffres des morts du COVID. Mais aux États-Unis, Fauci, au Canada, Theresa Tam, donc ils avaient placé leurs pions en fonction de la pandémie. Alors, c'était juste pour dire qu'on a l'impression que les choses vont mal, qu'on a de la misère à s'organiser, que la tyrannie ne cesse de gagner du terrain au Canada et ailleurs dans le monde, sauf que ça va bien parce que l'humanité contre-attaque. Et là, maintenant, c'est ce que j'avais dit en tout début de crise, j'avais dit que le complexe médiatico-médical allait perdre la face, qu'il allait imploser. J'avais dit qu'ils allaient perdre la face et c'est ça qu'on est en train de voir. Donc, Trump les a laissés aller, Trump et ses alliés, parce qu'il ne faut pas douter du fait que Trump a des alliés à l'international. Les États-Unis ne sont pas tout seuls dans cette lutte contre l'OMS. Comprenez que c'est une gigantesque opération pour écraser le serpent. Alors, le serpent peut mordre le talon, mais finalement, il se finit avec la tête écrasée. Et c'est ça qu'on voit ici, pour ceux qui comprennent le clin d'œil. Finit avec la tête écrasée. Trump a des alliés partout dans le monde. Okay?
La Maison-Blanche qui annonçait plus tôt cette semaine, ou c'était au début de la semaine dernière, que l'échec de l'OMS face à la pandémie a coûté de nombreuses vies. On commence à pointer du doigt l'OMS, qui est responsable finalement des morts. Alors, vous comprenez que l'OMS, les médias, etc., essayaient de pointer, de faire porter à Trump l'odieux de tous les morts de la pandémie, etc., mais finalement, ça se retourne contre l'OMS. Donc, encore une fois, c'est toujours dans la stratégie de Sun Tzu, l'art de la guerre, ils les ont laissés porter le premier coup, un coup qui a été donné, un coup qui a été un coup d'épée dans l'eau, comme l'enquête Mueller, comme l'impeachment, comme la plupart des opérations que l'État profond essaie contre Trump. C'est un coup qui ne porte pas. Et là, la contre-attaque s'organise et elle est sévère. Hein. On dit souvent aux États-Unis, ceux qui suivent les réseaux Trump, ils disent Trump, c'est un counter-puncher. Hein. Trump, c'est la contre-attaque. C'est pas quelqu'un qui est toujours sur l'offensive, c'est quelqu'un qui... C'est comme un peu comme dans les arts martiaux, comme dans l'aïkido, hein, c'est très, très... c'est-à-dire on prend la force de l'ennemi et on la retourne contre lui. C'est ça l'opération essentiellement, le modus operandi de Trump, comme dans l'aïkido. Le représentant Hazard de la Maison-Blanche de la Santé, il dit « Soyons francs quant à l'une des principales raisons ayant fait que l'épidémie a échappé à notre contrôle, cette organisation, l'OMS, a échoué à obtenir les informations dont le monde avait besoin et son échec a coûté de nombreuses vies humaines. » Donc, voilà. Et le fonctionnement de l'OMS doit être transparent et nous appuyons un examen indépendant de chaque aspect de la riposte de l'OMS à la pandémie, a-t-il également dit. Et depuis ce temps-là, le collectif de pays, 116 pays maintenant sont embarqués dans cette... demande d'une enquête contre l'OMS, incluant l'Inde qui préside le comité exécutif de l'OMS présentement. C'est ça, donc enquête sur les origines animales du virus, il y a plusieurs choses, réponse chinoise, mais aussi de la gestion prise par l'OMS. According to the report, the coalition also hopes that the probe will allow an impartial evaluation of the World Health Organization's response to the pandemic. Alors, ils sont dans l'eau chaude, hein? Complicite, et donc on l'accuse d'avoir été complice de la Chine dans la couverture de ça. Voilà, donc Trump leur a donné la corde pour se pendre, et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont menti, se sont fourvoyés dans leurs chiffres, ils ont l'air complètement ridicules, et là, même en France, maintenant, vous avez vu ce clip de BFM TV, où est-ce qu'on commence à admettre dans les médias qu'on s'est trompé, qu'on a été trop loin, etc. Donc, mais vous comprenez, on les a laissés aller. Et donc, pour nous qui suivons Trump, ça a l'air difficile des fois. Ben, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne fait rien? C'est parce qu'on les laisse se pendre. On leur donne du lousse, de la corde, du jeu, et après ça, c'est comme ça qu'on détruit une organisation, en lui faisant perdre toute sa crédibilité, en montrant le fait qu'elle est corrompue, hein, qu'elle a mal agi, etc. On ne peut pas juste retirer les... La même chose est là, au fur et à mesure qu'il n'y a pas de crise, la plupart des pays commencent à déconfiner, le Japon commence à déconfiner, la Russie aussi est sortie du confinement, partout, un petit peu partout, on sort du confinement graduellement, surtout les pays alliés à Trump. Et là, ceux qui maintiennent le confinement ont l'air de gouvernements totalitaires. Il se passe la même chose aux États-Unis sur la base des États. Là. Les États qui sont contrôlés par les démocrates, on veut garder le confinement, alors qu'ailleurs, le déconfinement se fait et passablement bien, finalement. Il y a certains gouverneurs, même des gouverneurs démocrates, qui ont décidé de déconfiner et disent finalement, ouais, mais ça se passe quand même pas si mal. Hein? L'épidémie est en train de disparaître avec l'été. Et là, ceux qui veulent maintenir le confinement, on voit, tout le monde voit que ce sont les tyrans. Dans certains États, on remarque une hausse des cas. C'était une nouvelle dans le journal The Hill, sur le site The Hill. Alors, ils ont déconfiné, et puis là, il y a eu une hausse de cas. Et là, on se dit, une hausse de cas dès qu'on déconfine, mais c'est pas ça. Si on lit l'article un petit peu plus bas, ça dit qu'il y a eu une hausse des tests aussi. Alors, c'est tout ça le jeu, hein? C'est-à-dire que le gouverneur décide de déconfiner, et là, les autorités sanitaires sur place qui sont alliées aux démocrates augmentent, décuplent le nombre de tests pour trouver du monde, augmenter le nombre de cas, pour montrer que le déconfinement est mauvais. C'est pas qu'il y a eu plus de contagion, c'est qu'il y a eu plus de tests. On a montré que les régimes qui sont associés aux mondialistes sont des régimes totalitaires. Ce qui a été changé en 2009, c'est on a enlevé le critère de gravité. Normalement, c'est une pandémie quand il y a beaucoup de morts. Alors, mais c'est une épidémie. Et même, il y a même David Pujada qui l'admet dans son reportage de BFM TV. Donc, il y a cette disparité entre les États, les différents pays contrôlés par les mondialistes, pays qui ne sont pas contrôlés par les mondialistes. On relâche la tension et on n'y reviendra pas. Vous comprenez que ça va être difficile de justifier une deuxième vague s'il n'y a pas de deuxième vague au Japon, s'il n'y a pas de deuxième vague en Russie, s'il n'y a pas de deuxième vague... S'il n'y a pas de deuxième vague dans plein de pays, là, comment Justin Trudeau va pouvoir déclarer
annoncer une deuxième vague? Comment les démocrates, il va y avoir juste une deuxième vague à New York, alors qu'il n'y en aura pas dans l'Utah et dans le Colorado? Vous comprenez que le narratif va s'effondrer de lui-même à cause qu'il ne contrôle pas l'ensemble du jeu, l'ensemble de l'échiquier. À partir du moment où est-ce que les forces trumpiennes, on pourrait dire, contrôlent plusieurs pays, plusieurs États aux États-Unis, et qu'il n'y a pas de deuxième vague dans ces endroits-là, il n'y a pas de deuxième vague en Floride, il n'y a pas de deuxième vague au Texas, etc., c'est difficile de dire qu'il y a juste une deuxième vague au Canada ou il y a juste une deuxième vague en France. Ça ne tiendra pas la route. Le narratif est ficelé. Vous comprenez? Le plan, l'objectif est lézardé. Ça va s'effondrer. Ils ne pourront pas défendre une deuxième vague sans avoir une deuxième vague planétaire. Il ne pourra pas avoir une deuxième vague juste dans 2-3 États américains puis dans 3-4 pays. Vous comprenez? Ça se peut pas. Alors, c'est pour ça que je suis assez confiant, même si ça se peut qu'ils essaient, sauf que ça sera pas, ça va être difficile de légitimer ça si c'est pas mondial. Alors, voilà. Et quand je dis qu'il y a une différence entre les États, donc si vous regardez le nombre de morts, c'est exactement la même chose. Comment expliquer que des pays comme le Japon, avec au-dessus de 100 millions de personnes, 160, je ne sais pas exactement c'est quoi le chiffre, que le Japon ait seulement 800 morts, alors qu'ils n'ont pas eu de confinement? C'est dans la méthode de calcul, encore une fois. Il y a des problèmes avec le virus. Ne fait pas les mêmes ravages partout. Il fait surtout des ravages dans les États et les pays qui sont contrôlés, où les systèmes de santé sont contrôlés par les mondialistes, comme par hasard. Même chose ici, en Russie, seulement 3000 morts, 3500 morts. Ça, c'est moins que le Québec. Expliquez-moi ça. Ça doit être encore une fois la façon de calculer. C'est pas le même virus partout. Le virus, on dirait que vous comprenez qu'on a affaire à des virus différents. C'est pas le cas, évidemment. C'est juste, c'est les politiques de gestion de la pandémie qui sont différentes. Et les façons de calculer aussi qui sont différentes. Même chose en Inde. Seulement 4000 morts en Inde, dans un pays d'1 milliard de personnes. 900 millions, quelque chose comme ça. 4000 morts, c'est à peu près autant que le Québec. Alors qu'ils ont 120 fois plus ou 100 fois plus de population. Comment expliquer ça? Vous comprenez? En Inde, ils ne sont pas contrôlés par des mondialistes qui reçoivent le financement de la fondation Bill and Melinda Gates, comme ici, comme Brisson, Arruda, etc. C'est ça la différence. C'est vraiment juste ça la différence. Regardez aux États-Unis, encore une fois. Les morts aux États-Unis, 92 000, on approche du 100 000. Évidemment, ça inclut, c'est la statistique de ceux qui sont morts avec le COVID, là, c'est-à-dire cancer, phase terminale du compte COVID. C'est pour ça qu'on arrive à 100 000. Mais regardez, à gauche, vous voyez tous les États républicains. Je ne sais pas si c'est à gauche pour vous, mais en tout cas, Texas, Floride, etc., on arrive à 9 000 morts. Et tu regardes les États démocrates, c'est 8 fois plus. New York, 28 000 morts. New Jersey, ça, c'est tous les États qui sont contrôlés par les démocrates. C'est bizarre, hein? Il y a comme une séparation complète entre la gestion des services de santé, des services sanitaires entre les États républicains et les États démocrates. Les États républicains calculent leurs morts peut-être d'une façon plus serrée, ont pris des mesures adéquates, comme pour la grippe, là, des mesures de sang. Alors que dans les États démocrates, ils ont probablement tout fait pour augmenter le nombre de morts. Statistiquement, sur les certificats de décès, on engrange les COVID. Projet Veritas, j'ai jamais montré la vidéo de Projet Veritas où est-ce qu'ils font la tournée des salons funéraires et les gens disent oui, les certificats sont à caméra cachée. Les gens disent oui, les certificats sont falsifiés. Avec les médecins aussi qui disent on fait pression pour que ce soit COVID sur le certificat de décès. C'est ça la différence entre les deux. OK? Regardez aussi au Québec. Presque 4000 morts sur une population de 8 millions et demi. La France, encore une fois, 28 000 morts sur une population de 66 millions. La Belgique, 11 millions de personnes, 9 000 morts pour une personne, 3 fois plus, mais en fait 2 fois et demi plus que le Québec pour une population légèrement supérieure. Et même chose en Suisse. En Suisse, par exemple, c'est complètement différent. 1600 morts pour une population similaire au Québec. Donc, la moitié moins que le Québec, moins de la moitié moins que le Québec pour une population similaire. Il n'y a aucune explication pour ça autre que, en Suisse, ils ont le brigadier Droz. Au Québec, on a Arruda. C'est ça la différence entre les deux systèmes. Alors, on dirait qu'on n'a pas affaire au même virus. Il y a une gigantesque différence entre les États, le nombre de morts dans les États où les systèmes de santé sont contrôlés par les mondialistes et les États qui sont un peu plus libres. Il y a beaucoup moins de morts. Et aussi, ce sont les mêmes États qui tentent de justifier des mesures tyranniques totalitaires. J'espère que cette émission aura retenu votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM.
Très bonne semaine à toutes et à tous.